Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sécurité 360. Qu'est-ce que la radicalisation dans l'entreprise? Quels en sont les signaux? Que dit la loi et quelles sont les obligations des entreprises? Quels moyens d'ailleurs ont-elles pour lutter? Quelle est la situation actuelle dans les entreprises françaises? Et quelles sont les solutions à développer dans un futur proche? Et dans quel sens faire évoluer la législation? Et c'est ce que nous allons développer dans ce numéro de Sécurité 360 qui va donc concerner tous les directeurs sécurité des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Avec mes invités, Éric Pouillat, député LR eux-mêmes et rapporteur avec Éric Driard du rapport d'information sur les services publics face à la radicalisation. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de Sécurité 360. Face à vous, Médéric Chapiteau, chercheur en sociologie et ancien sous-officier dans la gendarmerie. Vous êtes, Médéric, aujourd'hui entre autres spécialisé dans la prévention de la radicalisation dans le champ sportif et au sein des entreprises. Bonjour Médéric. Bonjour. Merci à vous. Vous avez d'ailleurs été auditionné par Éric Pouillat et Éric Driard il y a quelques temps pour essayer de faire avancer un petit peu tout ça. Alors, justement, la première question, c'est de savoir ce que c'est que la radicalisation et la radicalisation dans les entreprises. Moi, j'ai trouvé une définition d'un sociologue assez connu qui s'appelle Farhad Khosrow-Khavar qui donne cette définition. Il s'agit du processus par lequel des personnes adoptent une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social et culturel. On est d'accord là-dessus? Oui, d'accord. Alors, est-ce que dans les entreprises, finalement, ce sujet est encore tabou aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Éric? Tabou, je ne sais pas, puisque l'entreprise est libre de la façon dont elle gère ses activités. Mais en tout cas, c'est un sujet complexe, indéniablement. D'abord, vous l'avez rappelé, la radicalisation, c'est légitimer la violence. C'est pas forcément agir. On est dans cette étape un peu grise, où la personne, finalement, s'est radicalisée, c'est-à-dire qu'elle a intégré le fait que, par rapport à son concept idéologique ou politico-religieux, elle avait la légitimité d'agir physiquement ou matériellement de manière violente, mais elle ne passe pas à l'acte. Donc, c'est pas un délit d'être radicalisé. Donc, pour l'employeur, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il a un salarié qui pose un problème au sein de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, peut-être pas forcément d'ailleurs sur le plan professionnel, il peut très bien faire son métier, mais dans la vie de l'entreprise, il pose un problème, il se radicalise, il peut être prosélyte, il peut poser des problèmes d'organisation, demander d'accès des temps de prière, etc. Enfin, poser divers problèmes d'organisation et de fonctionnement de la vie d'entreprise, sans pour autant être un mauvais employé ou sans pour autant être violent dans l'action. Donc, c'est une situation complexe à gérer pour l'employeur. Médéric Chapiteau. La difficulté, ça a bien été expliqué par Éric. L'autre difficulté qui apparaît aussi dans le cadre de l'entreprise, c'est tout simplement que le terme radicalisation est souvent mal utilisé. En fait, il n'a pas de définition juridique, ce terme-là, et que c'est une étiquette utilisée par la sphère policière, administrative au niveau des préfectures et de la justice. Donc même si on a une personne qui dans notre entreprise bascule, je préfère le terme de basculement, en fait on ne le saura jamais en tant que chef d'entreprise puisque ça sera suivi par les services de renseignement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que trop souvent, et Farhad Khosrow-Khavar l'explique très bien, quand on utilise le terme radicalisation, on fait tout de suite un raccourci avec le fait religieux. Ce qui pose un deuxième problème, c'est que ce n'est pas les seules formes de radicalité qui sont en place de le souligner. Quelles sont les autres formes d'ailleurs? On peut avoir de l'ultra-droite, on peut avoir de l'ultra-gauche avec des Black Blocs, on peut avoir différentes formes de radicalité. Des causes uniques aussi. Tout à fait, on peut avoir différentes formes de radicalité. Et l'erreur, quand on rentre par le fait religieux, c'est que systématiquement, on y oppose la laïcité. Et alors là, on rentre dans un système pour le chef d'entreprise qui est quasiment inexplicable, inextricable, c'est que tout simplement, dès qu'on rentre dans le fait religieux et qu'on rentre par la laïcité, on part du principe que tout est religion, alors que ce n'est pas le cas. Et là, d'un point de vue juridique, il faut sortir de ce carcan du fait religieux pour aborder la thématique dite de radicalité, pour se concentrer juste sur des indicateurs, des faits de basculement. C'est plus simple. Eric, vous confirmez? Oui, et avec le piège en plus d'opposer la laïcité à la religion, qui n'est absolument pas. La laïcité est une liberté, elle permet d'exercer de pouvoir vivre sa religion
ou de ne pas croire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit opposer à la religion. D'accord. Alors le basculement, justement, quels sont les signaux qui peuvent laisser penser à un basculement, à une radicalisation d'un membre du personnel ? Est-ce que finalement les personnes les plus visibles ne sont pas les plus dangereuses aujourd'hui ? Comment... Je pense qu'il ne faut pas évaluer en termes de dangerosité. On n'est pas à même dans une entreprise à évaluer la dangerosité d'une personne qui est susceptible de basculer. Donc il faut se limiter à ce qu'on appelle des signaux faibles d'indicateurs de basculement, qui sont des changements de comportement, des changements de vêtements, des changements de langage, des discours prosélytes, que ce soit par voie physique ou par voie numérique, par le biais des réseaux sociaux professionnels ou personnels. Et à partir de là, déjà, il y a des procédures qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être expliquées aux chefs d'entreprise et aux managers des entreprises de sécurité. Et avec ce biais-là, on est capable de détecter des signaux en déterminant des facteurs bien précis, spécifiquement liés à l'entreprise. Dans les témoignages qu'on a ou dans les différents problèmes qui se sont posés, on a typiquement le refus de serrer la main à une manager femme parce qu'on considère que on n'a pas à le faire. L'habillement, effectivement, ou on réclame une salle de prière dans l'entreprise ou un endroit où exercer une prière. Là, si on est sur la question religieuse, mais encore une fois, je partage complètement les propos de Médéric. Il ne faut pas le limiter strictement à la question religieuse. Ça, c'est assez important. Faire par exemple, envoyer des mails ou des vidéos, etc., sur le réseau de l'entreprise, c'est déjà une forme de propagande ou de prosélytisme, quel que soit l'objet, la thématique propagée. Donc, on est bien sur l'utilisation d'outils professionnels au sein de l'entreprise à des fins de propagande et de prosélytisme. Donc on voit bien qu'il y a différents niveaux et c'est aussi toute la complexité pour l'employeur, c'est que la réponse doit être proportionnelle et adaptée finalement aux actes. On va développer les clés et les moyens qu'ont les entreprises justement pour essayer de lutter. À propos de signaux, on peut en évoquer quelques autres, Médéric ? Oui, là, par exemple, donc les tenues, ça peut être les tenues quand c'est pas tellement la tenue qu'il faut identifier, c'est le changement de comportement et le changement de tenue. Je vais prendre un exemple. Pendant toute l'année, je viens en jean au bureau et je prends ma tenue d'agent de sécurité et je mets cette tenue-là. Si pour une raison X ou Y, j'ai décidé de venir aujourd'hui, je fais exprès de prendre quelque chose qui va percuter une djellaba. Tous les jours, je vais venir en djellaba au bureau et je vais mettre ma tenue de boulot. Il n'y a pas d'indicateur au sens premier du terme par rapport à ma tenue religieuse. Par contre, j'ai un changement de comportement. Cet indicateur de venir comme ça au travail peut me faire laisser à penser que, inversement, j'ai pas de tatouage j'ai jamais porté de tatouage, je porte un tatouage significatif de l'ultra-droite que je viens de mettre. Ça ne se voit pas parce que dans ma tenue, je le vois pas. Par contre, comme il fait chaud l'été que je viens en t-shirt, mon supérieur hiérarchique le remarque. Ça ne veut pas dire que j'ai pris une posture, ça veut dire qu'il y a eu un changement et je dois le prendre en compte. Que ça soit de la religion, que ça soit du politique, que ça soit n'importe quels indicateurs, on doit être capable, 1, de les détecter, 2, de les contextualiser. L'important, c'est de les contextualiser et à l'entreprise et à l'environnement. Il y a un baromètre de comportement qui a été élaboré. J'ai vu ça. Est-ce qu'il est fiable ? Il est apparemment constitué de 4 échelons. Est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, je crois que c'est... Encore une fois, c'est difficile de dresser une forme de typologie ou de parcours type de la radicalisation. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de mes travaux. Très clairement, il y a des livres des universitaires, je pense à Bonelli Carrier, qui ont fait un livre sur la fabrique de la radicalité. C'est comment nos jeunes sont pu devenir djihadistes. Et typiquement, on voit bien que il y a plein de cas, il y a plein de types, il y a plein de parcours, tout ça, ça fait partie de... Ça a été dit, il y a la question du basculement, on peut basculer très vite. Il y a la question du parcours initiatique qui va prendre du temps et puis peut-être que la personne, finalement, va jamais se radicaliser. Elle va rester dans une forme de rigorisme ou d'intégrisme de pensée, mais pas forcément de devenir radicalisé. Donc, on a véritablement... ça tient beaucoup à la personne. Et il y a des gens qui se radicalisent en quelques semaines, on l'a vu, et qui peuvent devenir des terroristes à la sortie, et donc même passer à l'acte. Donc il est très difficile d'avoir cette classification ou moi je me méfie un petit peu franchement de ça. Je pense il faut aider les entreprises. Le CIPDR, il y a eu un plan national de prévention de la radicalisation qui a été fait par le gouvernement. Voilà, on peut donner des éléments. Vous le dites, on peut donner
on peut outiller en fait l'entreprise à se protéger et surtout à détecter en fait les signaux faibles dont on a parlé, et puis surtout les accompagner dans la façon dont on les traite, parce que là aussi il peut y avoir après derrière beaucoup d'incompréhension ou disons de malentendus ou d'intentions bonnes mais qui passent par des mauvais gestes et qui vont créer derrière du conflit, de la susceptibilité inutile. Et c'est vrai qu'il faut se donner aussi les moyens d'agir de la bonne façon. On va développer les moyens justement qu'ont les entreprises, mais d'ores et déjà, je voudrais savoir ce que dit la loi sur le sujet. Est-ce que finalement la législation actuelle est adaptée? Et aussi, quelles sont les obligations des entreprises, non seulement vis-à-vis des autres employés, de les protéger. Tout ça, ce sont des difficultés, quelque part, certains obstacles que doivent surmonter les entrepreneurs. Alors, je parle sous contrôle du législateur, et il me corrigera si je me trompe. Sur la radicalisation, il n'y a rien au sens propre du terme, puisqu'il n'y a pas de définition juridique du terme de la radicalisation. Si je voulais faire de la provocation, et je vais le faire, la radicalisation est légale en France. D'accord. Puisqu'elle n'est pas soumise à un processus juridique. D'accord. Aujourd'hui, la loi, et à mon avis, c'est peut-être un des points aveugles sur lequel on peut réfléchir, c'est qu'on aborde toujours ce processus par le fait religieux. On a la loi El Khomri de 2016 qui a donné un principe dans l'entreprise de poser un principe de neutralité qui a été confirmé par la Cour européenne de justice en 2017 et qui laisse 4 grands thèmes, que ça doit toucher à tout le monde et principalement le principe de neutralité, c'est surtout pour ceux qui sont en clientèle. Voilà. Mais d'un point de vue autre, on n'a pas de cadre juridique sur le sujet. C'est pour ça que j'en reviens sur mon propos initial, c'est de dire de ne pas aborder par le terme de la radicalisation. En fait, on va utiliser des indicateurs de basculement pour après travailler sur un cadre juridique existant qui peut être les discriminations. L'exemple qui a été pris par Eric tout à l'heure de refus de serrer la main à une femme ne doit pas être appréhendé par le prisme du religieux, mais par le prisme de la discrimination envers un autre sexe. Et là, on rentre dans un cadre contraint. Et je pense que c'est quelque chose d'efficace. Après, en termes d'obligation, je suis moi-même chef d'entreprise, c'est pas ma première entreprise, et je pars du principe qu'il faut simplement avoir une obligation de moyens en tant que chef d'entreprise. Garantir le maximum de sécurité. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de former tout le monde à la prévention de la radicalisation dans les entreprises de sécurité. Je pense que les managers doivent être formés, les RH et les dirigeants, à ces technicités-là. Et par contre, éduquer aux autres principes les agents qui sont sous leur autorité pour ne pas avoir le même niveau de compréhension de phénomène d'un point de vue hiérarchique dans l'entreprise, parce que on n'agit pas de la même manière. Bien sûr. Eric ? Moi, je partage complètement. Aujourd'hui, le cadre législatif, il s'applique plutôt au niveau de la fonction publique, des agents publics, parce qu'ils ont une obligation. Ils ont une obligation de neutralité, ils ont une obligation de service public. Donc effectivement, là, très clairement, c'est au législateur de cadrer typiquement la façon dont le service public est rendu. Et il y a aujourd'hui, donc il y a eu divers textes effectivement. Un récemment qui était la loi donc SILT, certainement les spécialistes de la sécurité ont regardé d'un peu près, mais qui était d'une loi de lutte contre le terrorisme. Voilà, donc on voit bien que c'est le terrorisme, ou voilà, c'est pas la radicalisation en tant que telle, mais qui a permis effectivement d'élargir le cadre d'application et qui permet de lutter, en tout cas, contre des agents publics qui pourraient se révéler finalement contre-républicains, voire menant une action à vocation terroriste. Mais on voit bien que même dans la fonction publique, la difficulté de détecter la radicalisation, de l'identifier et surtout de se séparer de l'agent qui pose problème n'est pas simple. Non. Voilà, on voit bien que c'est pas simple. Alors, on a en plus la question statutaire dans la fonction publique, c'est que l'agent, il a un statut qui le protège. Donc, quand il n'est pas en plus aussi un salarié protégé, c'est-à-dire un syndicaliste, par exemple. Oui, parce que de plus en plus, les radicalisés se syndicalisent. Et ça, dans l'entreprise, ça existe. Moi, je l'ai vu sur la RATP, par exemple, où voilà, beaucoup de... Les personnes posant des fois le plus de problème étaient des représentants syndicaux ou du personnel. Donc, c'est vrai que ça pose un double problème. Donc là, il y a encore effectivement un droit à faire évoluer, mais on touche une question, j'ai envie de dire un peu touchy, enfin sensible, c'est que
Il y a aussi le droit du salarié. Et, voilà. Et le problème, c'est qu'on repose sur une question de renseignement, sur une question de détection. Et tout ça, en matière de contentieux administratif, par exemple, pour les agents publics, c'est compliqué à défendre parce que on peut pas sortir des notes de renseignement devant un juge du tribunal administratif comme ça et puis dire ou alors le dire non mais les renseignements ont dit que c'est comme ça donc vous devez suivre aveuglément. Donc il y a un droit aussi du justiciable. Donc c'est pas simple. Encore une fois, à partir du moment où l'agent ne commet pas des fautes professionnelles ou ne commet pas des actes de discrimination ou etc. Donc c'est effectivement d'un point de vue légal là-dessus qu'il faut se baser. Et dans l'entreprise privée, je pense que je rejoins tout à fait, notamment en matière des entreprises de sécurité. L'important n'est pas de former tout le monde non plus à la radicalisation, parce que former tout le monde à la radicalisation aussi, des fois, c'est être contre-productif, c'est dévoiler les propres outils de détection de la radicalisation. Ouais, donc, il ne faut pas forcément les donner à tout le monde. Donc, il faut véritablement que ce soit les personnes en charge de la RH, en charge du management qui soient sensibilisés. Et après, les agents font leur travail. Et puis, s'il y a un souci, mais il faut, par contre, se doter des outils de détection. On s'adresse bien évidemment aux sociétés de sécurité, mais aussi aux directeurs de sécurité et sûreté des grands groupes français qui font partie, qui sont membres des groupes Agora, un peu partout en France. Médéric, donc la législation n'est pas complètement adaptée, on est d'accord ? C'est pas qu'elle soit. En fait, c'est un phénomène, on a beau le dire, qui est émergent, qui émerge depuis plus de dizaines d'années, oui. Bien sûr, mais la liberté d'entreprendre en France a aussi son importance. On ne peut pas faire tout et son contraire à l'intérieur. C'est pas moi qui veux vous dire qu'on ne doit pas durcir. Je suis plutôt quelqu'un de très dur sur les possibilités des agents de sécurité qui ont accès à des zones protégées, qui sont là pour assurer la sécurité des citoyens. Et pour moi, ça devrait être un fait qu'ils ne puissent pas exercer une activité s'ils sont suivis par les agents de services de renseignement. Pareil pour la sécurité publique, tout ce qui est gendarmerie, police. C'est valable pour toute la sphère publique et notamment de sécurité, parce que ça pose des difficultés. Vous l'avez dit en préambule, en me présentant, dans le champ du sport, Eric le sait très bien, je bataille jour et nuit pour que les éducateurs sportifs ne puissent plus exercer en face-à-face pédagogique avec des enfants s'ils sont suivis par le renseignement. Donc c'est exactement la même logique dans les entreprises de sécurité. Donc là, il y a un travail législatif à faire sur ce sujet-là. À mon avis, et je pense que c'est partagé par les parlementaires sur cette thématique-là. Sur la problématique du juridique, pour l'instant, en l'état de ce qui est le droit positif en France, je pense qu'il faut sortir, je le répète, de ce champ de l'interprétation du fait religieux et revenir sur ce qui rassure les RH qui sont chargés dans l'entreprise de s'occuper des contentieux et qui sont habitués à travailler sur des faits de droit public et de droit positif. Et on sait pertinemment que dès qu'on aborde le religieux, on a les boucliers qui se mettent tout de suite en place et qu'on ne puisse pas aborder. Et donc il faut s'arranger pour traiter la thématique par le biais de ce qu'on connaît et de ce que les juridiques et les RH maîtrisent, et pas autrement. Eric ? Oui, je voudrais juste rajouter par rapport à ça un exemple qui me revient lors d'une audition d'une entreprise publique de transport, où effectivement, à un moment donné, ils sont rentrés dans cette logique-là de vouloir s'opposer à la dimension religieuse, qui est une dimension intime en plus. Et ils y ont opposé une valeur, un principe plus exactement républicain, qui est la laïcité. Et donc là, on rentre dans le domaine du sensible totalement, de l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on oppose du métaphysique au métaphysique. La religion, concept totalement qui relève de la foi, est face à un principe républicain qui relève, alors certes du droit, mais en même temps auquel il faut adhérer quelque part, sur lesquels il y a une dimension symbolique. Bien sûr. Et donc quand on oppose du métaphysique au symbolique, l'employeur, il rentre sur un terrain là, assez marécageux. Donc je pense qu'effectivement, je pense que c'est pas le lieu de l'entreprise de commencer à rentrer dans des considérations religieuses, éthiques, etc. Si ce n'est sur l'éthique ou la responsabilité de l'entreprise en elle-même. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a une dimension RSE dans l'entreprise, etc., qui est forte, et c'est tant mieux que les entreprises se saisissent aussi de ce qu'elles peuvent dégager comme image et comme responsabilité en termes notamment écologiques ou économiques. Mais sur le plan religieux, effectivement, je suis complètement d'accord, il faut vraiment en sortir. La religion, c'est de l'intime, c'est du privé. L'entreprise, elle peut se doter de plein de moyens, de règlements internes, de codes, même éthiques, pourquoi pas, de l'entreprise. Encore une fois, pas des salariés.
On ne régit pas l'éthique des salariés, mais l'éthique de l'entreprise. Pourquoi pas aussi de plans ou de chartes de travail ensemble, genre comment pour se dire bonjour tous les matins, etc. Alors justement, voilà. ce sont les moyens, qu'ont les entreprises pour lutter. Est-ce que finalement il y a plusieurs étapes qui seraient par exemple détecter puis signaler? Est-ce qu'il y en a d'autres? On commence bien évidemment par essayer de détecter. Eh ben non. Eh bien non. Moi, je pense pas. Je pense que je rejoins ce que propose Eric. La première des choses, c'est que le dirigeant d'entreprise doit se réunir avec son équipe dirigeante pour poser le cadre d'évolution au sein de l'entreprise. Donc vous prenez le problème dans l'autre sens. Toujours. On pose le cadre dans lequel on va travailler. Une fois que le cadre est posé, ça sera plus facile de détecter les déviances à ce cadre. Alors, par exemple, un cadre qui pourrait être justement... un cadre, on va reprendre l'exemple qui a été proposé par Eric tout à l'heure, de demander un lieu pour prier dans l'entreprise. Typiquement, l'entreprise dit, chez nous, il n'y a pas de cadre spécifique. La Cour de justice européenne l'a précisé, on peut le faire, on peut poser un cadre. C'est le cas de la prière. Ou alors les tenues, les tatouages ne doivent pas être visibles. Toutes ces choses-là, tout doit être réglementé. Vous allez me dire que j'insiste, mais comme un règlement sportif, quand on va jouer au foot, on a la tenue qu'on doit porter. C'est exactement la même chose. On va traiter le règlement intérieur de l'entreprise de la même manière, en prenant le temps de tout lister, ce qui va être l'ADN structurel de l'entreprise. Une fois qu'on a ça... Et alors déjà, une fois qu'on a ça, j'imagine c'est assez long quand même. Donc pour ne pas se rater, pour ne pas oublier un chapitre important, quelle est la meilleure solution pour les entrepreneurs qui ne sont pas spécialisés là-dedans? Là, il y a du conseil avec les avocats, il y a des formations qui se prêtent à ça, on va y revenir juste après, je vais y revenir. Mais il y a aussi une chose qui est très simple, un règlement intérieur, il peut être évolutif. Au bout de chaque année, on peut faire une assemblée générale en fonction de si on est en SARL, en SAS, etc. On utilise les moyens que nous donne le droit pour faire évoluer en fonction des situations. Parce que, je reprends le terme avec les guillemets de radicalisation, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle évolue en fonction du contexte et de la situation. Donc il faudra toujours faire évoluer nos textes. Donc on ne peut pas utiliser la loi, on voit qu'elle est dure à faire bouger parce que ça prend du temps. Et des fois, c'est très bien. Mais le chef d'entreprise, le temps long, c'est compliqué. Donc il doit pouvoir travailler à un temps court et il va utiliser son règlement intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va former les managers à la détection. Ça participe. Mais ça, c'est important. Et dans la foulée, il y a la prévention. Et ensuite, une fois qu'on a détecté, on signale. Alors, pour revenir juste sur la première étape qui sera donc ce cadre, est-ce qu'il faut communiquer au niveau de l'entreprise sur l'évolution du cadre? Comment ça... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si vous changez les règles, si par exemple moi je suis salarié chez Eric et que dans la foulée il change le cadre entre mon contrat de travail, je parle sous votre contrôle, mais dans la foulée je vais devoir signer ce règlement intérieur pour en prendre connaissance officiellement. C'est un outil de dialogue social. Typiquement. Je veux dire, et ça permet aussi parfois d'aborder des choses, parce qu'on parle toujours de la personne, du salarié qui se radicalise et qui pose problématique, mais il faut penser à ses collègues. Eux, ses collègues, ils subissent aussi des fois ce prosélytisme ou de cette agression qu'ils peuvent vivre, que la plupart des gens vivent totalement en paix, d'ailleurs, quelle que soit leur religion ou leur athéisme ou quel que soit, ils vivent totalement en paix avec la République. Donc, quand ils voient... il y a par exemple, dans la radicalisation, il y a souvent quelque chose qui est une réalité, c'est que si on prend l'exemple religieux, par exemple, et si on prend typiquement la question de l'islamisme, il y a une volonté de faire plier les gens qu'on pense culturellement musulmans, de les faire basculer dans une pratique rigoriste de l'islam et dans l'islamisme. Donc typiquement, il y a des entreprises, quand on est recruté, parce qu'elles ont... et là aussi, on peut citer des exemples, mais c'est pas... Mais quand les personnes sont recrutées et qu'elles semblent appartenir culturellement à une origine particulière, vous allez avoir tout de suite des salariés d'entreprise qui vont les prendre en main que ah oui, mais bon, tu vas à la mosquée le vendredi, parce que si tu ne vas pas, il faut y aller, tu comprends, sinon tu ne pourras pas rester dans l'entreprise. Il y aura une pression qui va être mise sur le salarié pour qu'il l'adopte. Donc, il y a aussi ces gens-là qu'il ne faut pas oublier, ces salariés-là qu'il ne faut pas oublier, et qu'il faut protéger. Et donc, par le dialogue social aussi, et par la mise en place de cette règle, on s'assure cette espèce de travailler ensemble. C'est plus un vivre ensemble, c'est un travailler ensemble, sur lequel on peut aussi assurer la paix pour les autres salariés, et pas uniquement la détection et la prévention de la radicalisation. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé d'en passer par des règles écrites, par des règlements, un cadre. Mais moi, je partage complètement. Il faut d'abord poser le cadre, parce que si on veut organiser la liberté,
il faut d'abord cadrer l'espace de liberté. Sinon, on ne sait pas où on est. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après, justement, avoir cadré, Médéric. Donc, on fait la détection et là, on va former des managers de tout niveau, que ce soit du RH ou cadre de contact, à la détection des signaux de basculement, pas de la radicalisation. On ne saura jamais si la personne est radicalisée, ni avant ni après. Et on est d'accord qu'on ne forme que tout ce qui est manager et au-dessus. Bien sûr. Et voilà. Et on va utiliser des indicateurs par rapport à ça. Il y a des indicateurs qu'on va lister, qu'on va co-construire ensemble. Ouais. Quand on le fait, nous, avec les entreprises, moi je l'ai fait avec une entreprise de sécurité, on co-construit les indicateurs. Pourquoi ? Parce que ces indicateurs n'ont de pertinence qu'en fonction du contexte dans lequel ils sont étudiés. En l'occurrence, en fonction de l'ADN de l'entreprise. Ce qui va être valable dans une entreprise ne sera pas forcément valable de la même manière dans l'autre entreprise, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cadres d'évolution. Ça, c'est le premier point. Et là où ça pique un peu, si pour reprendre une expression sportive et sécuritaire, c'est au moment du signalement. Parce que le signalement, moi je suis partisan du double signalement, enfin du signalement et du compte-rendu, je suis un ancien gendarme. Le signalement, on le fait qu'à une seule personne, c'est au numéro vert. Ce sont les services de l'État, ce sont les agents des services de renseignement qui sont les écoutants de ce numéro vert. Alors ce numéro vert, il va s'afficher d'ici quelques instants. Numéro vert, prévention, radicalisation 0800 605, non 005 696, pardon. Les yeux me font défaut. Et donc là, ça c'est le premier réflexe. Oui, parce qu'en fait, les personnes qui réceptionnent votre appel, ce sont des spécialistes et de la lutte antiterroriste et des psychologues qui sont capables aussi de la lutte spécialisés dans la lutte antiterror. Donc à partir de là, eux, ils sont capables d'évaluer très rapidement la pertinence de votre appel. Et ensuite, on rend compte à son supérieur hiérarchique s'il est référencé comme spécialisé dans le domaine au sein de l'entreprise. Ça, c'est la hiérarchie. Le risque majeur des chefs d'entreprise, et j'en suis un, donc je parle en connaissance de cause, c'est qu'on veut être au courant de tout, surtout quand il y a un problème. Sauf que le temps que l'information arrive au chef d'entreprise, il va se passer un laps de temps. 48 heures, 72 heures, en fonction de la chaîne hiérarchique. Et si pendant ce temps-là, il se passe quelque chose, c'est compliqué parce que les autorités n'ont pas été appelées. Donc on appelle les autorités, on rend compte à ces hiérarchies. C'est le plus dur à faire accepter sur les entreprises, mais c'est vraiment important de le comprendre. Parce que le chef d'entreprise n'a pas de moyens légaux pour intervenir et évaluer la graduation de la menace. Bien sûr, Eric. Vraiment, et pour compléter, je suis complètement d'accord, et pour compléter, même le chef d'entreprise, il n'y a rien qui lui interdit d'aller voir les services compétents de l'État pour en parler, pour éventuellement dire qu'il veut mettre en place des choses. Les services de renseignement ou même tout simplement de police ou de gendarmerie peuvent aiguiller un chef d'entreprise, peuvent l'aider. Il y a des structures aujourd'hui, les services, c'est ce que je dis dans mon rapport, les services publics aujourd'hui se sont organisés, outillés, aujourd'hui, alors il y a encore plein, tout n'est pas parfait, on est d'accord, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, mais franchement les choses évoluent et je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de la part des personnes compétentes de vouloir aider le secteur privé véritablement à se structurer et il ne faut pas surtout penser qu'il y aurait une espèce de mur infranchissable parce qu'on va aller voir les gendarmes, etc. On peut tout à fait être réorienté vers un officier de renseignement compétent qui va aider ou qui va dire voilà, il y a un problème, voilà. Et puis ça peut progressivement aider à mettre en place effectivement un DRH ou une personne référente dans l'entreprise. Alors c'est plutôt sur les grosses entreprises, c'est vrai, mais sur les petites c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais avoir un référent radicalisation, discrimination, et je pense que c'est intéressant effectivement d'ouvrir le champ et qui va être très sensibilisé à cela. C'est pas obligé que ce soit son métier uniquement, mais voilà, mais qui va être sensible à ça et qui va être aussi faire cette mise en relation parce que entre effectivement les services concernés, les plateformes d'écoute ou de signalement, voilà, et qui permet d'avoir tout de suite accès à cette information et de pas rester, parce que même dans les services publics, vous savez, on l'a connu, de pas rester dans cette zone où on fait remonter, mais aux copains, aux collègues, au N+1, mais pas trop, tout le monde s'arrange un peu avec ça. Des fois, on est sur carrément de l'apologie au terrorisme, du terrorisme, pardon, et puis finalement, le chef dit « ouais, bon, allez... » Il y a une peur derrière ça, quelque part. Bien sûr, il y a une... Je l'ai vu, j'étais membre du bureau de la commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. Donc, même au sein même des services de police et de renseignement, c'est pas facile à gérer la question de dénoncer un collègue, etc. Donc, dans l'entreprise privée, c'est comme ailleurs.
on voit bien que c'est pas simple. Et d'ailleurs, on dénonce pas, on signale. Il faut vraiment être précis. C'est pas, on rend service au collectif quand on le fait. On n'apporte pas atteinte aux collègues, on sauve les autres. Et oui, c'est ça. On peut sauver les autres. C'est là où je voulais en venir. Et merci pour, du coup, ça me donne ce que je l'avais pas mentionné. C'est qu'en fait, pour sortir du cadre juridique contraignant où on a peur parce que de tomber sous le coup de discrimination aussi en tant que chef d'entreprise, on ne fait qu'un acte citoyen. En faisant ça, on ne fait qu'un acte citoyen. On signale un numéro vert comme n'importe quel citoyen peut le faire au jour d'aujourd'hui. Donc on n'est pas chef d'entreprise, on n'est pas chef, on n'est pas supérieur hiérarchique, on est un citoyen qui a repéré des indicateurs inquiétants, préoccupants ou alarmants, c'est le baromètre que vous évoquiez tout à l'heure, dans une situation donnée, dans mon entreprise. Je n'en sais pas plus, je ne suis pas membre des services de renseignement, je ne sais pas l'évaluation qui va en être faite. Par contre, il est vraiment important de comprendre pour tous les chefs d'entreprise et responsables qui nous écoutent, c'est que ça c'est traité au niveau local. C'est appelé national, mais c'est ramené au niveau local, au niveau des préfectures de département. Parce que la personne, si elle est dans le club, dans l'entreprise radicalisée, elle va être dans le club de sport radicalisé. Elle va aller, quand elle va aller chercher ses gamins à l'école, elle va avoir la même posture. Elle ne changera pas de posture. Elle ne changera pas de posture. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est au niveau local que ça va être traité. Si les services de renseignement ne sont pas au courant et qu'on traite avec le copain du copain, ça ne marchera pas. Il faut qu'au niveau local, les gens puissent faire l'environnement. C'est le boulot du renseignement territorial et c'est pour ça que ça doit être fait au niveau départemental sous l'autorité du préfet. Lorsque cette machine se met en marche, quel est le rôle de nos amis directeurs sécurité des grandes entreprises qui nous regardent, françaises ou étrangères, mais qui sont implantées en France? Et quel rôle ont-ils à jouer, justement, là ? Principe de précaution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont alertés d'une situation sur un de leurs agents dans le dispositif, à eux d'utiliser leur pouvoir hiérarchique pour utiliser un principe de précaution le temps que l'enquête et l'environnement soient faits. En fonction du poste qu'il occupe dans la zone dans laquelle il est placé, cet agent, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de minimiser les risques le temps que l'évaluation des services de renseignement soit faite et puisse donner un degré de pertinence du signalement. On ne parle pas que d'agents, bien évidemment. Là, on parle des sociétés de sécurité, mais mais ça peut être les directeurs sécurité, sûreté de ça peut être l'ensemble des personnels de l'entreprise. Mais je prends l'exemple de l'agent, mais ça peut être n'importe qui au sein de l'entreprise. Eric, quelque chose à rajouter ? Non, je voulais vous questionner sur le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est un organisme québécois, qui semble-t-il est très en avance sur ce sujet. Est-ce qu'il peut venir en aide aux entreprises françaises ? Il est très en avance. Ils sont très en avance. Ils ont un groupe de chercheurs qui travaillent depuis plus d'une dizaine d'années sur ce sujet-là. Benjamin Ducol est venu même en France faire des conférences sur le sujet. Tout est bon à apprendre sur le sujet de la radicalisation, tant on a du retard sur la compréhension des dispositifs. Donc là-dessus, j'ai aucune inquiétude. De toute façon, dès qu'on peut produire de la connaissance sur cette thématique, je pense qu'il ne faut se priver de rien pour pouvoir analyser le phénomène le plus efficacement possible. Après, sur la mise en œuvre sur le plan des entreprises, moi j'en reviens à ce que j'ai toujours dit. Oui, pour discuter sur certains aspects sociologiques, philosophiques ou autres, ou religieux de la thématique, mais dès qu'il s'agit de praticité sur le terrain, les outils qui doivent être mis en œuvre, ils doivent être contextualisés avec le droit français, et le droit français a quand même une particularité sur le sujet. Voilà. Disons qu'on ne vit pas dans la même société que le Canada. On a des principes, on a des valeurs républicaines, des principes de laïcité, et tout cela, on n'est pas dans une société communautarisée, dans laquelle on a des droits individuels ou des droits communautaires pour les uns, pour les autres, etc., comme le Canada ou les États-Unis. On est dans une société où la République ne différencie pas ses enfants. On est tous français, citoyens français, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes libertés, les mêmes accès aux droits et aux devoirs, oui, je l'ai dit. Donc, on n'a pas ce rapport, finalement, à l'individualisation du droit. Donc, notre droit, il est pour tout le monde. Voilà. Et donc, très clairement, là-dessus, par contre, je partage complètement. Il faut continuer à travailler, et les universitaires doivent continuer à nourrir la recherche, et les parlementaires aussi. Je pense qu'effectivement, pour avoir travaillé sur la radicalisation dans les services publics, je pense que le sujet d'après, c'est la question de l'entreprise, du secteur privé. Parce que très clairement, il faut vraiment continuer à avancer là-dessus, même si, on l'a dit, légiférer pour l'entreprise, c'est pas quelque chose d'évident.
la libre entreprise, les gens peuvent gérer leur société comme ils veulent, je le respecte complètement et je suis moi-même toujours à même d'aider l'entreprise à se développer et à se créer. Donc, il n'est pas question, je pense, pour le législateur de tomber dans ce piège, de dire on va tout verrouiller, l'entreprise aussi, etc. Par contre, je comprends tout à fait, et pour avoir fait plusieurs réunions là-dessus, le chef d'entreprise se sent un peu démuni, voire seul face à ce sujet. Et encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est complexe. Voilà. Mais, donc il faut se nourrir, il faut comprendre, il faut évoluer. Il faut cadrer, voilà, ça demande un travail spécifique au sein de l'entreprise, d'évolution et d'appréhension du sujet, alors que des fois on n'a pas toujours envie de l'appréhender, je le reconnais, on a d'autres choses à faire, et puis ensuite, surtout en ce moment, en situation de crise sanitaire, l'entreprise a d'autres chats à fouetter, voilà, donc je comprendrais tout à fait que, bon, mais ceci étant, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant, parce qu'on le voit. Il y a une urgence sanitaire, certes, mais on a aussi une menace qui est la menace terroriste aujourd'hui. Et la montée évidente de l'islamisme. Il y a un projet de loi qui arrive bientôt sur le séparatisme, enfin, qu'on appellera plutôt d'ailleurs un projet de loi visant à garantir les valeurs de la République et renforcer la laïcité, et qui aura pour but justement de redonner des moyens en termes d'autorité de l'État, mais de neutralité du service public, et aussi de la place de la religion dans la société. Et du culte, voilà, et d'essayer de voir comment... Donc j'espère, à travers cela aussi, qu'on pourra aider les entreprises, et je veillerai à cela, pour qu'on puisse aussi donner là aussi des clés et des outils, parce qu'encore une fois, on ne pourra que ça en tant que législateur. C'est attendu pour quand, ça, d'ailleurs ? Le Conseil des ministres au 9 décembre, et donc on sera en première lecture fin janvier, début février. D'accord. Voilà. On a toujours l'impression, en tant que citoyen, que c'est très long, tout ça. Mais c'est ultra rapide en vrai, là. Ouais, voilà. D'accord, ça peut être beaucoup plus long. Ah oui, ça... rassurer. Non, mais en vrai, c'était un texte qui était déjà dans les tuyaux, si j'ose dire, depuis un moment, qui évolue au fur et à mesure, malheureusement, des événements qui nous frappent, qui a encore évolué là, entre Notre-Dame-de-Nice et l'affaire de Conflans-Sainte-Honorine. On voit bien que voilà, l'islamisme, alors là, pour le coup, c'est une réalité, voilà, dans ce cas de figure, a diffusé dans beaucoup de strates de la société. On parle aujourd'hui, là on voit que les auteurs de l'attentat sont étrangers, mais je rappelle quand même que tous les auteurs de Bataclan et de Charlie Hebdo étaient des Français. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une dimension, un regard sur notre société, sur notre capacité aussi à éduquer, à former, et à intégrer tout le monde, tous les citoyens dans la République. Et faire évoluer au sein voilà. aussi. Et l'entreprise y participe. L'insertion sociale, elle est aussi professionnelle. Voilà. Bien sûr. Et donc l'entreprise y participe. Donc il ne faut pas surtout avoir la tentation de mettre l'entreprise de côté et de considérer que c'est qu'un problème d'État et de gouvernement et de services publics. Bien sûr que le service public est garant de certaines valeurs, mais je pense que l'entreprise a un vrai rôle aujourd'hui dans la société. Et sur ce sujet précisément, je pense qu'il faut les aider, mais je rejoins la dimension citoyenne. Je pense aussi qu'il est important que les chefs d'entreprise, que les décideurs privés intègrent l'idée que c'est un sujet dont il va falloir se saisir et sur lequel il va falloir agir sans idéologie ou avec tout le pragmatisme nécessaire et toute la responsabilité aussi qu'ils ont en tant que quelque part aussi républicain au sens étymologique du terme, quoi. Mais Derek, le but, une fois qu'il y a une bascule au sein de l'entreprise, que ça a été signalé au service de renseignement, l'objectif, c'est quoi ? C'est de se séparer de l'individu ? Ou pas, pour la simple et bonne raison que le fait de signaler ne signifie pas pour autant que les services de renseignement juste qu'il y a nécessité de l'inscrire au FSPRT, au fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc signaler quelqu'un, c'est faire une évaluation, et en fonction de l'évaluation et les retours qu'il y aura une possibilité ou non de conserver et de rester avec son salarié sur le sujet, parce que les services auront estimé qu'il n'y avait strictement rien le concernant. Après, là où ça devient plus difficile, c'est si effectivement la personne est fichée par le renseignement. On n'est pas forcément au courant en tant que chef d'entreprise que la personne est fichée du renseignement. Ça va dépendre des entreprises et des conditions de sécurité, enfin de ce qu'ils font. Et là, c'est plus compliqué. Et si le patron décide de se séparer de la personne, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, du droit commun, du droit positif, sur la base de la discrétion, enfin d'actions qu'il faudra mettre en œuvre pour arriver à
justifier le licenciement, puisque là, ce ne sera pas le tribunal administratif, on sera au prud'homme quasiment à tous les coups sur un sujet comme ça. Donc là, il faut s'y préparer sur une thématique de cet ordre. Très rapidement, parce que vous êtes attendu, Eric Pouillat, pour faire avancer un projet de loi justement sur la sécurité globale. Vous avez gentiment accordé 1 heure à Sécurité 360. Cette proposition de loi, c'est-à-dire des collègues parlementaires là, et pas du gouvernement. Je voudrais faire un point sur la situation actuelle dans les entreprises. Est-ce qu'on a des chiffres à révéler ? Moi, j'ai pas de chiffres précis. Je sais pas si. On peut faire une approximation quand même. Moi, l'approximation que je fais, elle est relativement simple. Combien de signalés ? On est à peu près aujourd'hui, selon le ministre de l'Intérieur, 8 500 personnes qui étaient encore au FSPRT. D'accord ? Moi, je pars du principe que ces 8 500 personnes vivent dans la société. Et donc, je pars du principe qu'il y a 10 à 15% de personnes qui sont soit chômeurs, soit dans situation irrégulière ou autre, qui sont dans ce FSPRT. Ça veut dire que le reste travaille dans des entreprises privées, publiques ou autres dans le système, on les appelle les actifs. Ils sont là-dedans. Donc ça veut dire qu'on a automatiquement, l'entreprise est un reflet de la société de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, on est bon an mal an sur ces chiffres-là, 8 000, 8 500, moins 10-15% qui ont une activité professionnelle à l'instant T. Ça ne signifie pas que c'est l'entreprise qui les rend dans le processus de radicalisation ou autre. C'est qu'ils sont suivis par le renseignement dans leur activité au quotidien, personnelle, professionnelle ou autre. Et dernière question pour vous, est-ce que finalement le législatif ne manque pas un peu de souplesse ? On a besoin de réactivité pour ces sujets comme pour certains autres. Est-ce que la loi française et la façon dont ça s'organise, ça se déploie, on manque pas un peu de souplesse pour réagir plus vite ? Alors, la souplesse et la réactivité ne sont pas forcément concordantes. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être très réactif dans un cadre clair et que j'ai envie de dire un peu rigide. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Mais c'est la question de la réactivité. C'est exactement ça le bon sujet. La souplesse, c'est compliqué parce que vous êtes la personne qui est mise en cause a des droits aussi. Voilà. Bien sûr. Et donc qu'elle doit faire respecter, qu'on doit veiller à pas, on doit pas être attentatoire à ses droits et à ses libertés. Donc il faut pas tomber dans le piège d'une discrimination retournée. Voilà. Donc sous principe que voilà maintenant tout salarié qui sera un peu croyant de type un peu maghrébin serait automatiquement radicalisé et viré. Voilà, il faut éviter ce piège-là aussi parce que ça serait totalement là aussi. Absolument pas digne des valeurs de la République. Donc, il faut véritablement maintenir les droits de tout le monde. Donc, il faut attention à la souplesse, parce que dans la souplesse ou à la législation d'exception, des choses comme ça, parce que ça peut vite déborder du cadre. Mais ce que je pense, effectivement, il faut des outils de réactivité. Ça, vous avez tout à fait raison. Là-dessus, on est en train d'avancer sur les agents publics. Et je reconnais que le secteur privé arrive après. Mais encore une fois, aussi parce que c'est pas la vocation numéro 1 du législateur de régir l'activité privée. Donc, elle est libre. Donc, je pense que c'est plus des efforts de coordination. Faut se parler, quoi. Je pense que les clubs de directeurs ou les clubs RH qui ont envie de se saisir de ce sujet-là doivent se rapprocher, effectivement, des structures publiques, que ce soit RT ou différentes choses qui sont mises en œuvre. Peut-être qu'il faut inciter aussi, et ça j'en prends ma part, inciter justement ces services publics à peut-être organiser des portes d'entrée du secteur privé pour pouvoir aussi échanger plus facilement et pouvoir discuter plus facilement. Il y a aussi des sociétés maintenant aussi de conseils, etc., qui font ça très bien. Donc, il faut. Je pense que véritablement, on l'a vu même au sein des services publics dans le rapport. En fait, il faut partager une culture de la prévention, du renseignement sur ce sujet. Il faut rentrer dans cette culture, voilà. Et donc, parce qu'il faut s'acculturer, il faut comprendre, il ne faut pas tomber dans les pièges. Les islamistes, par exemple, font ça très bien. Ils retournent totalement, ils utilisent des concepts de victimisation, de discrimination, etc., pour développer une haine et un discours haineux. Et donc, justement, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là pour créer des fractures au sein de l'entreprise, etc. Il faut véritablement plutôt s'acculturer, devenir se nourrir et devenir justement pointu sur le sujet. Mais si on l'est pas en interne, aller chercher des ressources externes. Il n'y a pas
Il n'y a pas de honte à ça. Et encore une fois, il faut, je pense, oser appréhender le sujet, se l'approprier. Il n'y a pas de. Vous parliez de tabou en début de l'interview. Ouais. Voilà, effectivement, il n'y a pas de tabou. Voilà, ça ne doit pas être un tabou. Ça doit être vraiment quelque chose, un terrain sur lequel on doit être en capacité d'aller. Ne pas en faire un truc systématique non plus. On n'est pas obligé de parler de radicalisation dans toutes les boîtes demain parce qu'il y a des attentats en France. Voilà, il faut tout doucement développer cette culture. Et le législateur, il faut le solliciter s'il y a besoin demain, effectivement, pour faire rentrer des éléments de droit dans la vie de l'entreprise. Pourquoi pas, mais je préférerais finalement que ce soit plus un besoin qui remonte qu'une vision du législateur sur l'entreprise, parce que l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, l'entreprise, en soi. Ouais. C'est très hétérogène, les chefs d'entreprise ne sont pas tous les mêmes, il y a les tailles d'entreprise qui sont variables, etc. Donc on peut régir un service public parce qu'un ministère, c'est assez monolithique, on sait combien il y a de fonctionnaires, etc. Machin. Mais comment on régit l'entreprise? Comment on régit le vivre ensemble dans l'entreprise? Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être descendant et qui doit être comme ça imposé par l'autorité publique. Mais en revanche, s'il y a des capacités à outiller, s'il y a alors je n'aime pas ce mot-là, mais on l'emploie un peu à tort à travers, mais de vide juridique, c'est-à-dire enfin de manque de régulation juridiquement parlant, moi je suis prêt je pense qu'on est nombreux à vouloir aider l'entreprise. Il n'y a pas de tabou, en tout cas là-dessus, de notre côté. Mais et très honnêtement, je pense que voilà, il y a des choses qui vont arriver encore, des choses qui ont déjà été faites. Je pense que, et là, je pense, je ne fais pas de politique, c'est quels que soient les gouvernements. Je pense que quand on est frappé en plein cœur par le terrorisme, tout le monde a envie de donner des outils, etc. Donc, je pense qu'on peut avancer. Les entreprises je pense qu'elles doivent échanger entre elles aussi. Les entreprises, aujourd'hui, publiques ou privées d'ailleurs, qui mettent en place des choses intelligentes, intéressantes, qui fonctionnent. Il faut peut-être favoriser le retour d'expérience et le partage d'expérience là-dessus, parce que c'est très intéressant. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout aussi, qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et ça, souvent, des fois, quand on l'a fait, on se rend compte qu'il ne faut pas le faire. Donc, si on peut dire aux autres qu'il ne faut pas le faire, c'est pas mal. Moi, j'ai vu des choses, notamment sur le refus des congés ou des choses comme ça. On dit, ah ben non, c'est Ramadan, on te le refuse parce que c'est pour des principes de laïcité. Ah ben non, on ne refuse pas des congés pour des raisons de laïcité, on refuse des congés parce qu'on est l'employeur et qu'on a le droit de les refuser, tout simplement. Et qu'on n'a pas... Voilà. Tout ça parce que la religion est entrée par la fenêtre, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut véritablement accepter ce partage de culture, rentrer dans cette dimension... voilà, que le renseignement, la détection, la prévention, c'est pas négatif, c'est pas de la dénonciation, c'est pas... On est d'accord. Voilà. Sans oublier la formation, entre autres, avec une entreprise comme la vôtre. Médéric Chapiteau, je crois qu'il va falloir vous libérer, sinon on va se faire taper dessus par le ministre de l'Intérieur. Éric Pouillard, merci beaucoup. Médéric Chapiteau également, ce passionnant débat. Merci à Benjamin, à Souhaité, à la réalisation et à toute la Dream Team Agora, à la production. À très vite sur Agora News Sécurité, où vous retrouvez toutes les autres émissions dédiées à l'univers de la sécurité. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.